La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du nouveau cycle Richelieu, Histoire d'une Renaissance, les principaux acteurs du projet de rénovation présentent les grands enjeux du chantier. Bien, je vous propose de commencer. Bonsoir. Je suis Chempé, ancien chef du projet Richelieu. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur pour moi d'inaugurer cette série de conférences consacrées à Richelieu, Histoire d'une Renaissance. Comme vous le savez, en septembre dernier, le site... On entend. Non ? Oui, il faut... Ça, vous m'entendez ? Oui, voilà. Je disais qu'en septembre dernier, le site Richelieu a rouvert ses portes au public après plus d'une décennie de travaux. Et pour la première fois de son histoire, la BNF a pu repenser, rénover son site historique dans son ensemble, tout en préservant les différentes strates historiques de construction réalisées depuis le XVIIe siècle. Donc à présent, le site ayant progressivement retrouvé son rythme de croisière, nous proposons une série de conférences, de 5 conférences, pour faire un panorama rétrospectif, aussi bien sur le programme, sur le projet architectural, mais aussi sur la restauration de quelques espaces emblématiques. Donc ce soir, pour la séance inaugurale, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Angèle, présidente de la BNF, Bruno Godin et Virginie Brigal, architectes en charge de l'opération. Ils vont nous évoquer les grandes lignes directrices du programme et du projet architectural. Eh bien, pour commencer, je vais m'adresser à vous, Madame la Présidente. Ma question sera très simple. Êtes-vous satisfaite du résultat? Autrement dit, est-ce que le résultat correspond à votre vision du projet? Merci Cheng, bonsoir à tous. Alors je vais essayer de mettre aussi le micro au bon endroit, ça va? Comme ça. Voilà, alors vous ne serez pas surpris si je vous dis que cette question, Cheng m'avait annoncé qu'il me la poserait, c'est pas complètement une surprise. Et en riant tout à l'heure, je lui disais que bien sûr, non, pas du tout, et c'est d'ailleurs pour ça que je viens ici. Donc c'est une blague entre nous, parce que si... alors d'abord, on est nombreux évidemment à pouvoir être légitimes à répondre à cette question, même si aujourd'hui je peux le faire... au nom de la bibliothèque, mais surtout on a évidemment toujours cru, je pense, ou l'essentiel des agents de la bibliothèque ont toujours cru à ce projet. Les présidents successifs de la bibliothèque l'ont porté, ont revendiqué de pouvoir engager des travaux sur le site historique, ont revendiqué et porté un certain nombre de thèmes que je vais évoquer, parce que je pense que c'est important de les avoir à l'esprit, et important de les avoir à l'esprit au moment où on démarre ce cycle de conférences, et pour voir comment les choses se sont nouées ensuite dans l'expression de ce besoin ou dans l'expression de ces envies, avec la manière dont les architectes les ont comprises et les ont réalisées. Mais maintenant qu'on est 2 mois après l'ouverture de Richelieu, la satisfaction, c'est d'abord évidemment celle d'avoir terminé, et d'avoir bien terminé, et de voir dans le regard de tous ceux qui viennent à la bibliothèque une forme de satisfaction qui est d'abord la leur, et à travers la satisfaction du public, évidemment, on vit la nôtre, parce que tout cela a été fait d'abord pour être compris, pour être vu, pour être apprécié par ceux qui viennent à la bibliothèque. Pour autant, cette histoire et l'histoire de ce projet, elle remonte à loin. Vous savez que c'est 12 ans de travaux. Enfin, le permis de construire a été délivré en 2010 et on a ouvert en 2012. Il n'y a pas eu 12 ans de travaux en continu, et il y a eu des interruptions liées à la manière dont on avait conçu le projet, qui dit déjà beaucoup de ce que veut être la bibliothèque. C'est-à-dire qu'on l'a conçu pour que la bibliothèque soit toujours ouverte, qu'elle ne soit jamais fermée au public, en tout cas tel qu'il existait avant la réalisation de ces travaux, c'est-à-dire d'abord les chercheurs qui venaient travailler dans les salles de lecture. Et donc pendant toute la durée du travaux, les chercheurs ont pu continuer de venir travailler à la bibliothèque. Ça veut dire que le projet a été plus long à mener que si nous avions fermé la bibliothèque.
Cela veut dire aussi qu'il y a eu des phases d'interruption assez longues de projets pour déménager les collections à chacune des étapes de ce projet et le déménagement des collections quand il y en a autant que sur ce site. On évoque 12 millions d'items, c'est à chaque fois 9 mois ou à peu près de déménagement. Donc vous voyez, c'est 3 déménagements, donc c'est beaucoup de temps passé à déménager les collections. Et puis l'interruption du Covid, enfin, voilà, différentes étapes, différents incidents ou différentes choses qui étaient prévues qui expliquent la durée de ces travaux. Mais en réalité, le désir de travaux à Richelieu préexiste au permis de construire, et c'est donc une gestation bien plus ancienne encore, ce qui me rend encore un peu moins légitime à revendiquer la capacité à répondre à la question de Cheng Pei, parce qu'en réalité on se pose la question de l'avenir de ce site au moment même où le site François Mitterrand ouvre. Et plus exactement, le site François Mitterrand est conçu parce qu'un président de la République a l'idée d'une bibliothèque d'un genre tout à fait nouveau, comme vous le savez, hein, selon l'expression qu'il avait utilisée en 1988, lorsqu'il est interrogé le 14 juillet sur les futurs projets culturels, et qu'il évoque celui-ci. Donc 88, s'il évoque celui-ci, c'est parce qu'il a la passion des grands projets culturels, qu'il a la passion du livre, comme on le dit, mais c'est aussi parce qu'il y a un besoin déjà qui s'exprime à la Bibliothèque nationale de France, et c'est d'abord un besoin d'espace. Et à ce moment-là, la bibliothèque n'est que sur le site Richelieu. Donc voilà, cette histoire et la réponse à la question que pose Cheng, est-ce que l'on est satisfait du résultat, c'est d'abord se poser la question des besoins qui ont prévalu à l'imagination de ce projet, c'est-à-dire le besoin d'espace, parce que dans une bibliothèque nationale, on a toujours besoin de plus d'espace, puisque, vous savez, on utilise ce terme dans les bibliothèques de désherbage, et que dans une bibliothèque nationale, pour l'essentiel, en tout cas, on ne désherbe pas, c'est-à-dire que les collections patrimoniales ne sont jamais cédées, ne sont jamais abandonnées, ne sont jamais retirées des fonds, et puisqu'elles ne cessent jamais d'entrer dans les collections, par le dépôt légal au moins, eh bien, on a toujours besoin de plus d'espace. Si bien que l'histoire de la bibliothèque, que l'on peut raconter à travers celle de ses collections, à travers celle de ses agents, à travers celle de ses missions, on peut la raconter aussi à travers celle de son immobilier, de son patrimoine immobilier, et le fait qu'elle a sans cesse besoin de plus d'espace. Donc ça, c'est quand même le premier besoin qui conduit à ce qu'on imagine un nouvel endroit, parce qu'il n'y a plus de place à Richelieu, qui est devenu le site François Mitterrand. Et une fois que le site François Mitterrand ouvre, avec plein d'autres questions, j'y reviendrai, qui sont abordées, eh bien, on peut se poser vraiment celle de l'avenir du site historique. Qu'allons-nous faire de Richelieu? Et donc, dans une certaine mesure, cette question-là est la question qu'on se pose dès la naissance du site François Mitterrand, et c'est d'abord à celle-là qu'il faut savoir, il faut se demander si on y a bien répondu. Besoin donc d'espace en ajoutant un nouvel espace, et donc que faisons-nous de cela, et puis comment traite-t-on toute une partie de questions techniques, ou beaucoup de questions techniques qui sont liées à ce patrimoine qui est vétuste, qui n'est pas en bon état, qui n'est pas aux normes, qui ne répond plus aux contraintes du droit du travail, du droit de l'ouverture au public, et à la considération des collections qui y sont conservées. Et puis, évidemment, une fois que l'on a répondu à ces questions purement techniques, on y ajoute toujours la question de l'envie, ou la question de désir, ou de besoins autres, ou d'idées autres que celles du traitement à strictement parler du bâtiment. Donc je pense que sur tous les aspects techniques, Virginie et Bruno vont y revenir, parce que c'est une grosse partie des travaux qui sont entrepris. S'y ajoute la volonté de bien traiter ce bâtiment, qui est un bâtiment, ce patrimoine qui est un patrimoine exceptionnel du point de vue patrimonial, au sens où on l'entend classiquement, et c'est ce qui va nous amener à évoquer au cours des différentes séances d'autres aspects particuliers de ce projet. Et puis, il y a le fait que la bibliothèque, à chaque fois qu'elle construit, eh bien, se pose en même temps la question de ses propres missions et de la manière dont elle va les assumer.
Et en l'occurrence, quand on pose la question « êtes-vous contente du résultat ?», c'est bien sûr parce que la restauration a été bien entreprise, parce que la question technique une forme d'unification du bâtiment, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que forcément vous allez le faire, Bruno et Virginie, ou la manière dont Cheng l'a évoqué, c'est-à-dire que pour la première fois, ce site historique est appréhendé dans son ensemble architectural, alors qu'il a été au cours des 300 années qui précèdent constitué d'adjonctions successives qui ne sont jamais pensées ensemble et qui donc constituent un archipel un petit peu compliqué à gérer. Toutes ces questions techniques viennent se croiser avec des questions plus profondes au sens de l'institution. À quoi servons-nous? Que voulons-nous faire? À qui voulons-nous nous adresser? Et là aussi, c'est ces questions-là qui vont être traitées à travers le projet architectural et la manière dont les architectes à qui cette réflexion a été confiée vont nous aider à aller plus loin dans cette idée. Alors là, on trouve des idées qui sont fondamentales, qui sont celles de justement l'adresse, à qui nous adressons-nous et qui veut-on accueillir sur le site. Et vous avez compris, si vous vous êtes intéressé ou vous avez déjà visité le site, qu'on y avait répondu avec le thème de l'ouverture, qui était déjà celui porté par le projet de bibliothèque sur le site François Mitterrand, qui est en réalité très profondément inscrit dans l'histoire de la bibliothèque, qui n'a jamais cessé de se poser cette question. C'est-à-dire que c'est à la fois un lieu extraordinairement patrimonial, un lieu par destination qui s'adresse d'abord aux chercheurs, parce que ces collections extraordinaires, on ne peut pas les faire circuler comme on fait circuler des ouvrages qu'on a achetés dans une bibliothèque de prêt, par exemple. Et donc, on est dans un rapport à une utilisation parcimonieuse, un rapport à l'histoire aussi, à la capacité à produire des choses nouvelles à partir de collections anciennes, donc dans ce rapport à la recherche. Mais pour autant, la bibliothèque n'a jamais cessé de se poser la question de l'ouverture au public et ce qu'on appelle aujourd'hui de la lecture publique. Et ce thème-là, qui est fortement inscrit dans le site François Mitterrand, parce qu'on s'étend fortement, le site est beaucoup plus grand et les salles de lecture sont beaucoup plus grandes, le nombre de places qu'on offre aux lecteurs est beaucoup plus grand sur le site François Mitterrand qu'il n'est ici. Mais cette question-là, elle se pose aussi dans la capacité à s'adresser à d'autres co-chercheurs, elle se traite dans la question de la lecture publique et elle s'exprime ici d'une manière totalement inédite, telle qu'elle ne s'était jamais exprimée de manière aussi claire avec l'ouverture de la salle ovale, et alors même que cette salle ovale avait été historiquement conçue précisément pour être une salle de lecture publique. Donc il y a toujours à la fois des idées nouvelles et le retour à des thèmes qui travaillent profondément la bibliothèque dans sa relation au public. Donc cette question du public, c'est vraiment un des objectifs qui est assigné au projet Richelieu tel qu'il se déploie maintenant et tel qu'il a été évoqué, travaillé avec les architectes. Et puis la question de la valorisation des collections, c'est-à-dire cette capacité qu'a la bibliothèque et que là aussi elle a en réalité depuis fort longtemps, qu'elle exprime depuis fort longtemps dans la manière dont elle réalise ses missions, cette capacité à montrer des collections qui sont de nature muséale, c'est-à-dire qui répondent à la définition technique d'un patrimoine précieux, mais à la définition commune du patrimoine, c'est-à-dire de beaux objets, des trésors, des chefs-d'œuvre que l'on a envie de montrer pour leur beauté, mais pour leur importance aussi du point de vue de notre histoire, de l'histoire de l'art, de l'histoire commune, et qui donc sont montrés autrement que dans les salles de travail. Et cette réalité-là, elle existe depuis longtemps dans ce qui est devenu la bibliothèque, et là aussi si vous avez vu les espaces, vous savez maintenant qu'elle s'inscrit historiquement au XVIIIe siècle dans le cabinet du roi, qui s'appelle maintenant Salon Louis XV pour bien faire comprendre l'époque à laquelle on est et ce que l'on peut y voir, donc au XVIIIe siècle. Elle s'inscrit dans une politique d'exposition qui est très ancienne, elle s'inscrit au tournant du
au mi-temps du XXe siècle dans tout ce que Julien Quin, un de mes prestigieux prédécesseurs, a porté, en insistant justement sur l'importance d'une politique d'exposition pour établir un lien symbolique avec le public en général, c'est-à-dire avec les citoyens, s'agissant de collections nationales. Et elle s'exprime de manière nouvelle. Vous voyez que ça s'inscrit dans une histoire ancienne, mais radicalement nouvelle, dans un nouveau musée qui s'est déployé, qui se déploie maintenant grâce, là aussi, au programme qui a été déployé. Donc voilà, je suis évidemment trop longue, mais vous voyez bien pourquoi, effectivement, je peux dire assez simplement qu'on est satisfait de ce résultat, parce qu'on a réussi à tout réaliser à travers ce projet. Et si on a réussi à réaliser tout cela, qui est très anciennement inscrit dans l'histoire de la bibliothèque, mais qui peut-être, ça vous nous le direz Bruno et Virginie, n'est pas aussi clairement écrit dans le programme quand il vous est proposé. Mais je pense réellement, et c'est peut-être pour ça qu'on est très satisfait du point de vue d'un projet architectural, qu'il s'affine pas seulement à l'intérieur de la bibliothèque, mais dans le dialogue qui s'est construit avec les architectes. Et donc s'il s'agit de parler de satisfaction ou de réussite, je pense que c'en est une, parce que cette fécondation réciproque entre l'histoire d'une institution, l'histoire d'un lieu, l'expression d'un besoin ou l'expression d'une envie, et la manière dont s'en sont saisis des architectes, c'est que précisément le dialogue a eu lieu, et il a tellement eu lieu qu'aujourd'hui les architectes, et donc je vais les laisser parler, en parlent comme si c'était leurs idées, autant que celles de la bibliothèque, celles de l'ouverture, celles de la transparence, tous ces thèmes que vous avez portés sur le plan architectural, l'envie d'être au contact direct du public, la manière de traiter chacun des espaces. C'est autant vos idées, en tout cas dans la manière dont vous les avez conduites, ou en tout cas elles nourrissent le projet de la bibliothèque, que donc les idées de la bibliothèque, et pourtant c'est bien celle de la bibliothèque puisque on peut les raccrocher à une histoire très ancienne. Donc oui, on est très heureux aujourd'hui. Merci beaucoup Madame la Présidente, je suis soulagé. Bien. Bruno et Virginie, pour évoquer le projet architectural avec vous, je voudrais revenir un petit peu en arrière dans le temps, il y a plus de 15 ans, quand vous avez visité pour la première fois le site Richelieu de fond en comble. Vous avez dit, je vais vous citer, que vous aviez été frappé par la segmentation de l'espace, les ruptures de niveau, la dissémination chaotique des escaliers, l'organisation en enfilade de pièces commandées et l'absence de lisibilité de l'ensemble. D'où le thème central de votre projet architectural, la transversalité. Pouvez-vous nous dire comment vous arrivez à créer, à établir cette transversalité dans un labyrinthe construit, dont la construction s'est étalée sur plus de 3 siècles. Peut-être avant de répondre directement à votre question, je voulais peut-être dire un petit mot pour simplement pour dire que si on est là finalement aujourd'hui, c'est peut-être pour essayer de vous faire partager un peu quelles ont été nos préoccupations. Alors ces préoccupations, elles s'incarnent au travers d'un certain nombre de mots qui sont assez simples, qu'on peut poser sur la table et finalement qui sont entendables, en tout cas que tout à chacun peut en comprendre le sens. Et partager nos préoccupations, c'est effectivement, j'allais dire la première chose, c'est de parler la même langue. Et qui me paraît un point important en termes d'architecture, et qu'on n'est pas dans des questions pour nous. Il s'agit de toucher du doigt des questions qui ne sont pas purement d'ordre technique ou opérationnel, mais qui vraiment touchent au sens profond des choses. Et je pense que c'est à partir effectivement de cette langue qu'on peut engager cette discussion. Cette discussion. Alors je dirais que pour nous c'est une ambition, évidemment, en employant ces mots, c'est aussi une façon de placer l'ambition assez haute, qui
je dirais, nous emmène dans un double sentiment qui nous habite pendant ces années de travail, qui est le sentiment, il est double. Il est un sentiment d'abord de doute. Et je pense que dans le travail de création, de dessin ou d'écriture, le doute, évidemment, il est à la fois il est nécessaire et indispensable. Doute parce que c'est vrai qu'on est face à un monument, on est face à des collections, on est face aussi à des savants, j'allais dire, à des conservateurs qui connaissent évidemment éminemment tout ça et qui l'affectionnent particulièrement. Donc on a le doute qui nous étreint parce qu'on arrive avec beaucoup d'humilité face à toutes ces questions. Et en même temps, il faut aussi des convictions. Dans le même temps, il faut être aussi convaincu à un moment donné qu'il y a des directions à prendre et qu'il faut essayer de les suivre. Et c'est vrai que 15 ans de travail, c'est 15 ans aussi où il faut savoir tenter de trouver, de tenir ce chemin jusqu'au bout. Donc ça nécessite de faire face, je dirais, aux vents qui ne sont pas toujours favorables pour déployer un projet. Voilà, juste un petit mot d'introduction pour vous dire que là, on est ici pour essayer de vous faire partager un peu nos préoccupations de manière très synthétique, qui sont en quelques mots et en quelques images. Alors, on va vous présenter notre travail de manière assez concise. C'est bon, ça va là. Donc vous voyez, on a noté, il y a 3 grands thèmes en fait, transversalité et lisibilité, la fabrication du vide comme outil du projet et le défi de l'ouverture. Alors, la transversalité, Cheng Pei en a parlé. La fabrication du vide, c'est parce que finalement, arrivé sur ce site, même après le départ des collections à Tolbiac, le site était totalement saturé. Voilà, c'est assez étonnant de voir un site aussi grand, mais entièrement saturé. Donc notre travail, ça a été justement de travailler sur arriver à aérer, donner de l'air pour arriver à le faire respirer et surtout faire respirer toutes ces pièces qui étaient autour. Donc, petit rappel simplement que sur ce site, il y a 3 institutions qui sont réunies. Parce que la transversalité, elle est spatiale, mais elle est aussi culturelle au travers de 3 institutions. On a la Bibliothèque nationale de France, évidemment, avec ses 6 départements spécialisés qui étaient restés sur le site et qui ne sont jamais partis à Tolbiac. On a l'Institut national de l'histoire de l'art, qui est installé, donc on le voit ici, dans les espaces Labrouste. Et on a également l'école des Chartes qui s'est installée du côté de la rue des Petits Champs. Donc 3 institutions tournées vers l'art et 3 institutions complémentaires. Et l'un des sujets aussi du projet, c'était d'arriver à les relier entre elles, à la fois du point de vue spatial, mais aussi du point de vue de l'organisation de toutes les circulations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la répartition est telle que vous la voyez ici, mais si demain les choses devaient évoluer, en fait, le système qu'on a mis en place permet de faire évoluer. Il n'y a pas de... L'idée, c'est qu'il n'y a pas de frontières. On peut bouger ces frontières et ça n'empêchera pas le site de rester cohérent. Donc là, maintenant, on ne s'en cache plus. Avant, on présentait tout le travail qui nous permettait d'arriver à un résultat. Le résultat est là aujourd'hui. Donc, on voit la salle ovale, donc, qui est la grande salle publique de la BNF, la salle Labrouste, qui accueille donc l'Institut national de l'histoire de l'art, et puis plus haut, encore vide de ses livres à l'époque, la salle de lecture de l'école des Chartes. 6 départements spécialisés de la BNF, ça veut dire aussi les salles de lecture qui vont avec. Donc on a des salles de lecture historiques. On voit la salle de lecture des manuscrits de la musique qui date du 19e, enfin sur un modèle 18e. On voit la salle de lecture des cartes et plans qui est des années 50. Et puis on voit la salle de lecture des arts du spectacle qui est une salle de lecture contemporaine. Donc beaucoup de types d'espaces différents. Ensuite de ça, évidemment, il y avait la question de ça va pouvoir montrer les collections. Donc on a aussi un musée et une galerie d'exposition temporaire dont vous avez les photos ici. C'est un très beau musée. Donc à droite, le musée des monnaies et médailles et à gauche, la galerie, moi que j'appelle la galerie des trésors, parce que c'était la galerie des trésors de Mazarin et finalement c'est redevenu la galerie des trésors. Et puis en haut à droite, la galerie Mansart qui elle-même fait l'objet d'un réaménagement pour venir recevoir des expositions temporaires, dans lequel actuellement il y a l'exposition sur Molière.
Ensuite, avec tout ça, également une nouvelle entrée. Ça, c'était très important puisque on rentrait à Richelieu uniquement par la cour d'honneur, côté Richelieu. Et maintenant, on a fait aussi une ouverture sur la rue Vivienne. Comme ça, en fait, on est entre cour et jardin. Et c'est là qu'on va trouver, en fait, entre cour et jardin, qu'on va trouver le grand hall traversant aujourd'hui. Donc là, vous avez en bas le vestibule Labrousse, qu'on connaît depuis 2016 sous cette configuration. Les murs sont tombés il y a quelques mois. Et donc maintenant, on est en lien avec le nouveau grand vestibule Vivienne, qui donne sur le jardin, et puis avec un escalier d'honneur neuf, qui vient s'enrouler au milieu et qui vient créer le lien entre tous ces espaces. Alors, transversalité spatiale et culturelle. Alors, voilà un peu ce qu'on a découvert. Alors, on pourrait montrer des centaines de photos, mais en voici quelques-unes. Voici, alors, ça, ce sont les grandes pièces. C'est l'état des grandes pièces à l'époque. Vous ne verrez pas l'état des pièces intermédiaires, évidemment, mais c'était quand même assez encombré, c'était très abîmé, vraiment, et totalement enchevêtré. Voilà des magasins, voilà l'état des magasins après le départ vers Tolbiac. Donc c'était quand même, bon, voilà, il y avait du travail. Et c'est vrai que quand on est arrivé là, on était à la fois très impressionné par la densité du site, la densité historique, la densité spatiale. Ça, c'était vraiment, on s'est vraiment dit, il va falloir, c'est un travail difficile, il va falloir vraiment s'y atteler de manière extrêmement sérieuse. Et alors... Virginie, pardon, justement, ça c'est un point important, je trouve. Vous le savez, à la BN, à l'ancienne BN, depuis les années 1930, la BN de l'époque s'était engagée dans une dynamique de densification, justement ce que vous venez d'évoquer, c'est très important, pour augmenter la capacité de stockage des collections. Donc, cette fois-ci, le projet architectural marque un coup d'arrêt de ce mouvement de densification. Nous voulons rendre les circulations plus fluides, les espaces publics et professionnels plus fonctionnels et conviviaux. Et c'est là, je trouve que Bruno et Virginie, vous avez dit dès le départ, il fallait fabriquer du vide. Je trouve que ce sens est très fort. C'est là que vous êtes en train de nous montrer comment fabriquer ce vide. Et d'ailleurs, quand on voit ces quelques schémas qui récapitulent en fait donc la bibliothèque est en rose, enfin en rose orangé. Donc on voit comment va se fabriquer la bibliothèque au fil des siècles. Donc ça commence à la fin du XVIIe siècle, et on voit peu à peu en fait la bibliothèque qui commence à grignoter, qui grignote les hôtels particuliers, qui grignote la grande cour le long ici le long de la rue Vivienne. On voit que ça s'étend. Là, ici, on arrive à l'époque donc de Labrouste. Donc là, le grand projet de Labrouste, très important pour la Bibliothèque nationale. Et on voit bien que les choses se fabriquent en fait au travers des vides. On structure les grands vides au travers on structure les grands vides. On construit des bâtiments qui sont parfois très pleins, qui sont aussi parfois très vides. Donc c'est vraiment, on le voit peu à peu en fait. Donc ici, on arrive à une figure qui est complètement structurée, qui est la figure actuelle, puisque la salle ovale est venue s'installer à la fin du 19e, au début du 20e. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'en fait, la salle ovale se termine en même temps que vous avez un architecte dit moderne qui s'appelle Michel Rouspitz qui est déjà sur le site en train de travailler. Donc, on a vraiment un projet 19e, même s'il est du début du 20e, qui s'inscrit qui transforme le site, puisque vraiment, c'est les derniers hôtels particuliers sont démolis pour construire la salle ovale dite salle de lecture publique. Voilà. Et puis là, on voit en brun les interventions de Michel Rouspitz qui vient densifier le site. Et donc là, on commence à construire de manière... on commence à faire des entresols, on fait des sous-sols, on fait 2 sous-sols par endroit. Quand on arrive dans les années 50 ici, on a carrément 4 sous-sols, on a jusqu'à 14 niveaux. C'est vraiment un site extrêmement dense.
Alors comme ces bâtiments ont tous été faits à des époques différentes, ils n'ont pas les mêmes hauteurs de plancher. C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait 72 hauteurs de plancher différentes pour un maximum de 14 étages. Donc notre travail à nous, c'était aussi de rendre tout ça cohérent. Ce n'est pas que des questions de verticalité, c'est aussi des questions d'horizontalité. Voilà. Et puis, donc on voit jusqu'à la fin, donc jusqu'aux années 80, les dernières densifications qui sont une surélévation pour les ateliers au-dessus, ateliers de restauration au-dessus de la galerie Mazarin. Et puis ici, on voit une intervention qui n'a l'air de rien, mais qui est très importante, parce que c'est là où on vient investir ce qui sera le futur hall Vivienne et ce qui est aujourd'hui le nouveau musée des monnaies et médailles. On vient les investir avec des mezzanines. Donc on vient là aussi dans les espaces un peu emblématiques du site, on vient tout recouper. On n'a pas que densifié les magasins et les espaces de travail, là on vient vraiment densifier aussi les espaces publics. Bon, là, on peut passer rapidement, mais enfin, c'est pour vous montrer, si vous voulez, voilà, comment les choses se structurent avec le temps, et c'est cohérent de toute façon. On voit bien ici, fin du XVIIe, il y a le palais Mazarin. Ensuite de ça, vous avez Robert de Cotte qui va venir construire cette grande cour. Peu à peu, on investit les parcelles juste à côté. Et puis là, voilà, on voit la brouste et la fin de la construction donc, du quadrilatère avec la salle ovale. Et ça, c'est vrai que cette stratification issue de cette histoire sur 3 siècles, elle se lit aussi dans le tracé parcellaire, parce que quand on voit la manière dont le quadrilatère se constitue, donc est constitué à la fin, donc même par la brouste à la fin du 19e, auquel vient se rajouter ensuite la partie salle ovale, on voit bien qu'ici il perdure un élément qui est issu très probablement, d'ailleurs on le voit même quand nous on trace les lignes sur un calque, qu'on les superpose, ce sont des tracés parcellaires qui forment aussi des ruptures. Il y a les constructions et puis il y a les tracés parcellaires. Bon, alors 3 siècles d'histoire, c'est aussi beaucoup d'espaces. Certains qui sont classés, on les voit en jaune, ce sont ceux qui sont inscrits, c'est-à-dire pris en charge par l'architecte des monuments historiques. Ils sont classés, donc ça va être des chantiers dans le chantier. Donc on va travailler aussi avec des architectes des monuments historiques. Là, en l'occurrence, en phase 1, Jean-François Lagneau, et en phase 2, Michel Trubert. Donc c'est ce que vous voyez en jaune. Tout le reste, ce sont finalement des espaces, à part ceux qui sont en rose, qui sont inscrits, mais qui ne sont pas classés. Tous les autres, ce sont des espaces dont on aurait pu finalement faire un peu ce qu'on voulait. Voilà, on avait l'autorisation de les démolir et de faire autre chose à la place. Donc nous, ce n'est pas ce choix qu'on a fait, et tout ce qu'on a repéré en rose, ici, en rose foncé, ce sont tous les espaces que nous allons travailler pour les rénover, les transformer, les réinterpréter, les aérer et les raccorder en fait aux espaces soit publics, soit aux services internes. Donc c'est des mises en valeur, on fait le choix parfois de conserver certaines choses qui c'est beaucoup plus compliqué que de tout enlever et de tout refaire à neuf, mais on les conserve parce que ce sont des témoins. Et en fait, ce site est plein de témoins. Donc là, on arrive en fait à la question de la circulation. Voilà. Dans le prolongement, une fois qu'on a compris la structuration du site, ses grandes données spatiales, son histoire, hein, la manière dont il s'est constitué, et là où on a pu repérer où les choses coincées, là on s'attaque en fait à la question des circulations. Peut-être que je te laisse prendre la parole. Peut-être je voudrais juste revenir sur ce mot de transversalité. En fait, quand on parcourt toutes ces images, c'est vrai que c'est un mot qui nous est venu à l'esprit en pensant effectivement d'abord au fait que ce qui était nouveau finalement sur ce site, c'était qu'on avait 3 institutions et non plus une seule, même si la BNF est, je dirais, est garante du fonctionnement de l'ensemble, je dirais, le fait pour nous d'avoir 3 institutions sur un même site nous donnait à réfléchir sur effectivement la manière dont ces institutions pouvaient vivre ensemble et partager. Je veux dire, le terme de transversalité, c'est aussi quelque chose qui est lié à cette histoire du site, dans le sens où finalement
Pour nous, ce qui nous paraissait important, c'est que ces âges successifs de la construction de la bibliothèque, on avait envie de les donner à voir, si ce n'est à comprendre, en tout cas intuitivement, en tout cas à voir. Et finalement, le terme de transversalité, c'est finalement la transversalité aussi entre ces époques. Et enfin, peut-être, transversalité, c'est qu'est-ce qui est finalement de dire que entre ces différents publics, qui s'intéressent d'abord à différentes disciplines, mais qui aussi sont de différentes natures, entre des chercheurs, et puis un public d'amateurs éclairés, et puis un public, je dirais, de personnes qui ne font que passer ou découvrir le site. Finalement, cette notion de transversalité nous paraissait importante, c'est-à-dire que toutes ces questions ne soient pas simplement une juxtaposition d'événements ou de situations, mais qu'ensemble fabriquent quelque chose qui est plus grand que l'individualité ou la force de chacune d'entre elles, et finalement qui partage quelque chose ici à être dans ce même lieu. Pourquoi être dans le même lieu finalement? Pourquoi être ensemble dans ce site de Richelieu? Ça nécessitait pour nous finalement de s'incarner au travers d'un espace qui le donne à comprendre. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a pu nous reprocher à différentes reprises, et peut-être encore aujourd'hui, que finalement, à quoi bon transformer ce site? Ne faut-il pas simplement se contenter de le restaurer ou de le nettoyer, comme dirait Jean-François Lagneau quand il parle de ses travaux dans les salles? Faut-il finalement peut-être simplement, c'est une question de restauration? Eh bien, c'est vrai que, comme l'introduisait Laurence, c'est vrai qu'on a pris quand même la question, je dirais, de manière pour nous plus fondamentale et plus essentielle, de nouveaux usages pour cette bibliothèque. De nouveaux partenaires pour la bibliothèque. Pour nous, ça devait se traduire finalement par peut-être une nouvelle manière de penser l'architecture et les espaces de ce lieu. Finalement, on n'a pas conçu notre mission comme simplement de conserver, j'allais dire, et de ce point de vue-là, là aussi, on peut rapprocher finalement avec les missions de la bibliothèque. Notre mission d'architecte, c'est bien sûr de protéger et conserver, mais c'est aussi de savoir finalement répondre à des questions contemporaines. Et comment penser et comment imaginer qu'on soit contraint de répondre à des questions contemporaines en ne faisant que simplement conserver. Il me semble que c'est là où, quand je disais, il faut aussi faire face. Faire face, c'est évidemment la question complexe et éminemment difficile et périlleuse, j'allais dire, de finalement se confronter à cette question de la modernité, et qu'en faire dans ce site patrimonial si prestigieux. Donc voilà, le terme de transversalité, il se raccroche un peu à toutes ces questions pour nous. Et puis, effectivement, pour introduire à une deuxième partie, il y a un autre mot qui, évidemment, qui nous est extrêmement cher, c'est le mot de vide, le vide. Alors, pour commencer juste ce petit chapitre, je voudrais juste faire une petite incise pour dire en quoi il nous intéresse, au-delà même, je dirais, du projet de la bibliothèque. Je cite quelques mots là de Henri Michaud à propos de Zawuki. Le noir posé, le blanc du papier, de ci, de là, resté vacant, en zones inattendues, s'éveille. C'est le vide qui, pour l'harmonie du monde, ne doit jamais faire défaut n'importe où. Voilà. Peut-être je voudrais juste poser ce mot peut-être en introduction à une recherche qui est la nôtre à propos de ce projet, mais plus globalement notre manière peut-être de penser l'architecture. Alors peut-être on peut commencer par la question de la distribution, qui nous paraît évidemment un enjeu fondamental. Peut-être un mot sur la distribution, enfin je peux peut-être introduire là-dessus. Qu'est-ce à dire que la distribution? C'est peut-être alors on peut dire la distribution, c'est répartir correctement les choses
entre les individus et les espaces. C'est pour nous, on peut aussi peut-être pour mieux comprendre ce terme de distribution, peut-être prendre l'image de la ville, une image urbaine. Et on peut dire d'ailleurs ce site quelque part, finalement c'est un morceau de ville, c'est cette institution, c'est plus qu'un bâtiment, c'est une forme d'urbanité finalement qu'on peut voir ici. Et si on prend une image, on pourrait dire une rue, ça distribue des parcelles, mais on peut dire aussi une rue, c'est l'espace qui nous appartient à tous, c'est notre bien commun, c'est l'espace public indispensable à la vie en société. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, on peut dire c'est fonctionnel et c'est raisonné de manière rationnelle, une rue, et en même temps, ça fait sens vis-à-vis de l'espace public. Et c'est une image peut-être qui nous a beaucoup porté ici. On peut prendre aussi l'image de ces parcelles, de ces cours dans un système urbain qui donne accès au plein. Mais ces cours, c'est aussi les lieux qu'on partage, c'est les lieux où on se rencontre. On peut prendre l'image d'un hôtel particulier. Ce qui fait l'hospitalité et la grandeur d'un hôtel, c'est pas seulement ces belles pièces, mais c'est la manière dont on rentre. Et on rentre par une cour et c'est là où on est accueilli. Et donc, voilà, c'est la notion de vide, elle est fondamentalement accrochée à une notion d'urbanité, c'est-à-dire la capacité de faire des choses ensemble. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a aussi porté dans l'idée que clarifier, ouvrir, aérer, démolir peut-être certaines parties, creuser certains puits, et bien finalement, pour nous, c'était une affaire qui n'était pas simplement une affaire, je dirais, purement technique, de relier ou de répondre à des questions de normes incendie ou d'accessibilité handicapée, mais plus largement que ça, c'était créer un espace qui est un espace qu'on partage et qui est un peu le symbole évidemment de la manière dont on peut peut-être mettre en résonance toutes ces belles pièces les unes avec les autres au travers d'un vide qui est finalement fondamentalement notre mission, bâtir ce vide. Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'on voit les architectes comme bâtir des façades ou bâtir des murs, mais en réalité ces murs n'ont aucun autre intérêt que de fabriquer les vides dans lesquels on peut se trouver, là par exemple ici, mais plus largement évidemment dans les distributions elles-mêmes dont je parlais un peu en introduction de ce thème du vide. Alors là, de manière assez concrète, là on voit comment ça se traduit. Dans un premier temps, c'est vrai que c'est un travail de dessin. Donc là, le schéma de gauche sont les distributions existantes. Ça, c'était sur juste un niveau, c'est le niveau du rez-de-chaussée. Et puis après, dans les étages, c'était partout différent. Voilà, donc on aurait pu faire des petits points verts absolument partout. À droite, il reste des petits bouts de verre qu'on a conservés et puis toutes les circulations verticales qu'on va créer qui sont en rouge. Alors ça passe par des choses assez titanesque, parce que creuser des vides entre les belles pièces, parce que l'idée c'était de ne pas sacrifier les belles pièces, c'était de bien les distribuer. Donc on s'est glissé entre les choses. Ça fait un chantier qui est assez compliqué et puis c'est aussi assez spectaculaire comme les photos le montrent. Bon, après, voilà, ça fait des espaces. Alors là, on vous montre, alors on n'est pas dans le hall avec le bel escalier. Là, ce sont les distributions qui sont affectées aux agents de la BNF. Et maintenant, ils circulent dans des grands escaliers transparents, quand c'est possible de la lumière naturelle. Et si ce n'est pas le long des façades, comme on peut le voir ici, c'est de la lumière zénitale qui descend au travers des caillebotis. On reprend le thème du caillebotis parce que ce caillebotis, on le trouve dans beaucoup de magasins 19e sur ce site. Donc maintenant, c'est du caillebotis en acier ou en aluminium. Mais voilà, la lumière qui descend, la question de la lumière, c'est une chose très importante pour nous. Et puis vous voyez ici aussi, cette distribution, elle n'est pas cachée, c'est une distribution, c'est aussi un échange, c'est-à-dire que ce qu'on a voulu, c'est que toutes ces circulations, qu'elles soient horizontales ou verticales, elles créent des échanges entre les espaces publics, les espaces précieux. Là, en l'occurrence, c'est le musée. Et bien, depuis le musée, on aperçoit une grande distribution verticale, qui est une distribution interne, qui distribue soit des magasins, soit des bureaux. Voilà, donc la distribution contemporaine, les espaces anciens, tout ça dialogue et donc du coup les agents dialoguent avec les publics. Et ça c'est important parce qu'il y a des lieux comme ça de rencontre et de croisement, même par la vue.
Ça, voilà. Alors là, ici, c'est un petit schéma qui représente les distributions horizontales qui, tout niveau, vont relier ces fameuses distributions verticales qu'on a créées. Donc voilà, ça fait des gros travaux comme ça. Et puis là, ça fait, ben voilà, ça fait des distributions comme ça. Donc ici, typiquement ici, une cour anglaise qui va devenir une circulation éclairée zénitalement pour aller distribuer des ateliers, pour distribuer des magasins. Donc la distribution horizontale interne, ça a été un grand sujet d'étude. Voilà. C'est pour dire que c'est vraiment, pour rappeler, le quadrilatère fait en surface de plancher 69 000 m². Ça peut donner une idée. Grosso modo, si je ne me trompe pas, il y a la moitié de la surface, ce sont des magasins, voire un petit peu plus. Et puis après, ce sont des ateliers et des bureaux. Les parties publiques, c'est à peu près 4 000 m², 4 500 m². Donc ça vous dit, le travail n'est pas que dans les espaces de faste, le travail il est aussi et presque surtout dans tous les espaces à l'arrière, mais qui justement par le biais de jeux, de fenêtres, etc., n'est plus qu'à l'arrière, il est aussi en lien avec le reste. Et voilà, on le voit ici, vous voyez, partout, en fait. Donc là, ici, je peux être dans le musée, je peux être dans les circulations publiques, je peux être dans les circulations internes, et ben j'ai toujours des vues. Voilà, là, je suis le public qui découvre les lieux de travail des agents, qui découvre les magasins, et inversement, en fait, pour le personnel qui se promène dans les escaliers. Enfin, ils ne se promènent pas d'ailleurs, ils bossent. Hein. Et on a dans la salle ovale, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des grands châssis vitrés aux quatre points cardinaux. Et ben ce sont des endroits où les personnels, puisqu'en fait il y a beaucoup de personnels qui se croisent, notamment au fond de la salle ovale, parce qu'il y a tout un bâtiment qui est entièrement fait de magasins. Eh bien ils s'arrêtent, ils sont au balcon, ils sont côté circulation, ils sont chez eux, et ben ils s'arrêtent au droit des vitrages, ils regardent en bas, ils discutent, et j'en croisais un il n'y a pas très longtemps qui disait c'est bien parce que maintenant en fait on se croise, on se parle, et ça c'est quand même un... Ben ça voulait dire qu'en fait on avait quelque part on avait gagné notre pari. Donc là ici en fait ça c'est un petit schéma qui reprend, c'est la traduction finalement du programme à l'origine que nous a transmis la BNF, parce qu'on avait donc les plans de l'existant qui étaient quand même assez compliqués à comprendre. On avait fait une semaine de visite de fond en comble dans la bibliothèque. Faut quand même avouer qu'on était quand même pas fiers parce qu'on avait du mal à s'y retrouver. On était avec une personne de la BNF qui était ravie que pour une fois les gens regardent à l'intérieur des gaines techniques, regardent dans les locaux qui n'étaient pas beaux, qui n'étaient pas propres. Donc on l'a vraiment ausculté vraiment de fond en comble, derrière les murs, entre les murs, partout. Et à la lecture du programme, il y avait un sujet qui était très très important pour la BNF, c'était pouvoir accueillir le public. Et donc là, dans ce plan-là, on voit l'état à l'origine, hein, on voit l'état du hall à l'époque, qui était on voyait bien que ça avait été très beau, mais ça avait été très abîmé. Et puis on avait un programme où il fallait qu'on puisse rendre accessible l'ensemble du quadrilatère à tous les publics. Donc ça veut dire notamment pour les personnes en fauteuil roulant et les handicapés, malvoyants, etc. Il fallait qu'on puisse accueillir donc, le public, faire un accueil pédagogique. Il fallait qu'on ait un service d'orientation des lecteurs, une galerie d'expo, une cafétéria, une librairie. Il y avait beaucoup de choses à faire depuis ce hall et on voit bien que à l'analyse simplement du dessin, c'était quand même assez compliqué à traiter. Bon, ça c'est juste pour rappeler, ce croquis doit dater de 2008 à peu près. On a eu le programme en 2007. Donc là du coup, on réfléchissait à la façon dont on allait pouvoir accueillir les chercheurs, les gens qui viennent voir les expos et les curieux. Voilà, donc on est en plein au vif du sujet, c'est-à-dire on est dans le hall. Tu veux dire non ? Oui, non, peut-être juste, effectivement, là, après, une des pièces importantes dans l'exercice, évidemment, de cette restructuration, on a parlé des distributions d'abord comme un réseau, comme
un ensemble d'espaces qui relie tout le monde. Évidemment, il y a une pièce assez emblématique de cette question du vide et de la transversalité qui est la fabrique de ce nouveau hall qui doit trouver un équilibre entre transformation et en même temps révéler ce qu'est la nature du lieu. Je veux dire par là que le hall ne devait pas éradiquer en même temps peut-être l'histoire de la fabrication de ces pièces par adjonction successive. Donc le travail a consisté finalement à essayer de travailler sur la profondeur, sur la mise en perspective, sur un certain nombre d'ouvertures, tout en gardant les séquences successives que l'on rencontre. Donc il y a bien un vestibule, il y a bien une sorte de grande rotonde, une grande rotonde de la Brousse. On peut bien lire également la grande rotonde verticale dans laquelle se met l'escalier. Il y a une salle des colonnes, il y a une salle des pas perdus qui forme l'entrée. Donc il y a bien des séquences successives. Et le projet architectural, c'est vraiment de mettre en résonance et en profondeur, en perspective, l'ensemble de ces espaces. Avec un vecteur qui est fondamental aussi pour nous, qui est la question de la lumière. Lumière naturelle, lumière artificielle, ces deux outils sont essentiels évidemment à l'architecte pour bâtir et pour révéler ces lieux. Vous remarquerez d'ailleurs que dans tous ces espaces publics, beaucoup de ces pièces sont éclairées de manière indirecte, d'ailleurs comme on l'est aujourd'hui, outre les spots dont on bénéficie pour nos charmants visages. Je veux dire, l'éclairage de cette pièce est d'abord indirect. C'est une façon de dire que finalement, c'est faire disparaître les objets avec lesquels on éclaire. C'est une façon de dire ce qui éclaire, c'est la pièce elle-même, ce sont ses murs, ce sont ses boiseries, et c'est eux finalement qui, diffusant la lumière, en fait un volume de lumière et pas simplement des éléments. Et donc je dirais que c'est ce travail aussi sur la lumière qui inspire un peu la manière dont on dessine dont on ajuste finalement toutes ces pièces au fil de la promenade et de la déambulation et de la découverte. Donc ce hall traversant, alors on peut aussi le mettre en parallèle avec les passages qui ponctuent finalement et qui sont une des caractéristiques de ce quartier, le magnifique passage Vivienne, passage Choiseul, la galerie Colbert, etc., etc. Donc on voit qu'on est aussi dans un caractère aussi particulier de ce quartier en traversant cette bibliothèque, en disant je rentre dans un jardin, puis dans un hall, puis dans un deuxième vestibule, puis dans une cour, puis je ressors par le square Louvois. C'est aussi, évidemment, c'est une promenade architecturale, c'est une traversée dans les âges de ce lieu, c'est une découverte qui se fait. Le hall, c'est l'opportunité d'une découverte et d'une traversée dans cette tranche d'histoire. Ça veut dire évidemment dessiner un escalier. Je ne vais pas revenir dans le détail de ça, c'est peut-être pas l'objet de cette séance, mais simplement pour dire que c'est aussi une construction, un escalier. Donc ça veut dire que c'est aussi une structure, donc c'est une géométrie, c'est une certaine rigueur. Là, je dirais que c'est vrai que là, il y a une dialectique aussi qui était pour nous importante, qui était finalement une cage de pierre, très simplement, une grande cage un beau volume de pierre qu'on met en scène par cette lumière, encore une fois, et dans lequel finalement, et qui fixe la règle, ce qui nous précède fixe la règle de l'intervention, qui est à dire s'inscrire dans ce volume de pierre pour déployer ce nouvel escalier en faisant appel évidemment aux outils, aux manières de bâtir qui sont les nôtres aujourd'hui, en essayant de les porter au plus haut degré de précision et de finesse dans le dessin des choses. On peut dire la lumière, c'est aussi la lumière qui traverse l'escalier lui-même, parce que finalement, ce qui nous a aussi inspiré, c'est que l'escalier n'est pas un objet abstrait. Quelque part, il dit ce qu'il est dans la manière dont il est bâti, dont il porte. C'est aussi une armature, c'est aussi un squelette, c'est un clin d'œil probablement peut-être aux architectes rationalistes français. On pense évidemment à Viollet-le-Duc par exemple, ou à Auguste Choisy, des gens comme ça ou Gadet qui ont cette vision finalement assez rationaliste de l'architecture
et qui porte évidemment un intérêt particulier à la question de la structure comme expression de l'architecture. Donc cet escalier, c'est une structure parce qu'évidemment, il dit au travers de cette structure ce qu'il est. Ce n'est pas une structure au sens littéral, mais c'est une structure au sens voilà, d'un espèce de grand volume qui se déploie dans l'espace et qui laisse passer travailler la lumière au travers de cette structure. Voilà. Donc c'est aussi une aération, c'est une certaine sobriété dans la manière de traiter ces lieux. Je dirais que rendre hommage aussi à ce hall, pour nous, c'était trouver la tonalité. Peut-être les choses se jouent parfois à des choses infimes. Je dirais c'est peut-être le quart de ton du choix d'une peinture ou d'une manière de travailler ces parois, trouver une certaine sérénité dans la manière de dessiner les choses et de peut-être se dire qu'il n'y a pas de violence à faire, mais il y a une façon d'être dans le ton. Et c'est vrai que là, c'est Labrousse quand même qui donne fondamentalement le ton avec son lambris de pierre, et on a essayé d'accorder, je dirais, tout ce qui succède à cette tonalité, à cette belle tonalité de la pierre, du sol en comble en chien, de la pierre taillée et sculptée, etc. Voilà. Bon, ça, en fait, ça reprend, c'est pour montrer que ce qui se passe au rez-de-chaussée se passe aussi au premier étage. Hein, le lien entre les deux rives de la bibliothèque était important au rez-de-chaussée, mais évidemment aussi au premier étage noble qui reçoit notamment le musée, la salle de lecture des manuscrits, au bout de la galerie de verre qu'on voit ici, la salle des arts du spectacle, et son département. Donc voilà, donc le lien, il se tisse verticalement, horizontalement, de manière cohérente. Donc là, on fait une petite digression sur alors on va essayer d'être assez rapide. Donc il y avait le hall qui exprime d'une certaine façon la fabrique du vide, et puis après on a quelque chose qui est assez emblématique de la manière dont on a travaillé. Alors on a travaillé comme ça partout, mais je dirais que sur le magasin central, c'est quelque chose de particulier. Donc le magasin central, il appartient en fait à ce qu'on appelle la séquence Labrousse. On voit ça ici. Donc vous avez le vestibule Labrousse qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici, là. On a la grande salle de lecture Labrousse, magnifique, et on a ici le magasin central, qui est l'ancien, quand Labrousse livre en 1865 son ensemble, salle de lecture plus magasin, il est très novateur dans sa façon de faire les choses, puisqu'en fait, on ne fait plus des magasins galeries avec une fenêtre, un rayonnage dans une galerie assez étroite. Il va concentrer dans un espace très important et entièrement enclos de bâtiments des magasins sur 4 niveaux, très denses, voilà, qui sont en bois et en métal, qui sont vraiment magnifiques. Et à l'époque, il a au-dessus de lui, il n'a que des verrières. Dans les années 50, donc c'est là où on parle de densification. Dans les années 30, plutôt, on vient construire des magasins. Donc toujours Michel Rouchepitz vient construire un sous-sol, d'ailleurs complet, sous la zone Labrousse. Et il construit des magasins de niveau sous le magasin Labrousse. Et puis, dans les années 50, après la guerre, il vient construire 5 niveaux de magasins. Donc ça fait quand même quelque chose d'assez impressionnant, si bien que d'ailleurs le magasin central de Labrousse lui-même, très, très joli, très fin, est traversé par des poteaux, très importants qui viennent ensuite être dissimulés dans du métal, dans du bois, bref, ils disparaissent complètement. Mais quand on arrive ici, on a quand même le sentiment qu'on est dans un endroit merveilleux, même s'il est finalement assez abîmé. Alors ça, c'est l'état de la salle Labrousse à l'époque, et ça, c'est le magasin. Alors là, il y a une très belle lumière, etc., mais il faut imaginer que c'était un endroit très sombre, tous les sols en caillebotis étaient recouverts de tôle. Il y avait entre chacun des rayonnages de Labrousse des nouveaux rayonnages de Rouchepitz, donc c'était très saturé, des ascenseurs et des monts de charge partout. Bref, l'objectif, c'était d'en faire une salle de lecture. Donc c'était en lien avec la salle de lecture ici, donc de l'INHA.
Donc après, voilà, donc la salle de lecture a été restaurée donc, par Jean-François Lagneau et le magasin central a été complètement transformé. Ça a été, ce qu'on voulait, c'était retrouver l'esprit de la Brouste avec un vocabulaire contemporain, mais qui ne trahisse jamais en fait la volonté d'origine un peu de la Brouste sur ce projet. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on voit que la lumière continue. Bruno parlait tout à l'heure de la lumière comme un élément du projet. C'est très important parce que même si on n'avait plus les shades au-dessus, on a reconstitué en fait l'idée de cette lumière qui descend zénitalement et puis qui passe au travers des caillebotis. Caillebotis existant de fonte recouverts par des caillebotis en aluminium. Donc la lumière continue à passer et on peut marcher dessus. Donc le magasin central, rapidement, donc on voit toutes les couches successives. Dans le projet, donc, on voit tout en haut les magasins qu'on a dessinés en rose, c'est les magasins neufs qu'on a fait parce qu'on n'a pas pu conserver les 5 niveaux de magasins existants. On a quand même, contre vents et marées, conservé ces 2 niveaux de magasins qui datent de Rouge-Spitz. Et puis ici, on a donc notre magasin La Brouste qu'on a transformé en salle de lecture. Ce n'était pas une mince affaire parce que quand on est arrivé, le magasin, il avait été dit que c'était tellement impossible. En fait, il était en relation depuis le niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut. On avait un petit escalier, En fait, on avait un peu partout des escaliers et on pouvait monter de l'un à l'autre sans difficulté. Moyennant quoi, en termes de sécurité, ça avait été considéré comme étant impossible à conserver. Bon. Eh bien, on l'a conservé. Mais ça a été quand même 2 ans de discussion avec les pompiers. Là, juste pour reprendre, c'est pour montrer qu'en fait, c'est une stratification historique et c'est intéressant parce que ce que ça montre, c'est qu'à l'origine, voilà, ça c'est le magasin La Brouste. Dans les années 50, on a Rouge-Spitz qui arrive avec ses gros poteaux, tous ses ascenseurs et ses rayonnages intermédiaires. Mais il a fait ça, même si c'était quand même une densification incroyable, il a fait ça avec beaucoup d'intelligence, ce qui fait que nous, quand on a découvert ces poteaux, parce qu'ils étaient cachés, eh bien on s'est dit, c'est merveilleux, on va à la fois essayer de retrouver cette manière d'éclairer zénitalement par des éclairages indirects, on va conserver ces poteaux, on ne va pas les réhabiller, on va montrer qu'ils sont là, parce que justement, ils sont la rencontre entre le magasin central de la Brouste à l'origine et le magasin et les extensions sur élévation de la part de Rouge-Spitz. Donc finalement, lui, il témoigne vraiment de l'histoire du site. C'est vraiment, à lui tout seul, il est la stratification vraiment du site. C'est un peu emblématique. Donc là, quelques images du chantier. Là, on voit, quand on a découvert les poteaux, ils étaient pleins de minium, donc il a fallu déplomber tout ça. Enfin là, on remet à nu le squelette du magasin et on va repartir de ça pour en faire une salle de lecture. Alors, avec toute l'attention qu'il fallait à ces très beaux caillebotis d'origine, ces très jolies articulations, les rayonnages bois-métal qui en fait, si vous enlevez un bout de bois en bas, en fait, ça ne tient plus parce que vous mettez le bois, le caillebotis, le bois, le caillebotis, avec des toutes petites structures extrêmement fines comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que notre ami Rouge-Spitz, quand il est venu, il n'a pas coupé un fer. Il est passé entre, on avait des petits bouts de ficelle et des allumettes partout. Et bien lui, il est passé avec ses gros poteaux et il a toujours évité de faire des dommages, de faire subir des dommages à la structure très fine de la Brouste. Là, on voit qu'on a cherché aussi à habiter à l'intérieur des rayonnages. Bon, voilà, c'est toute l'attention qu'on a portée à ça pour vraiment faire corps avec cet espace libéré, avec cette matérialité qu'on redécouvrait. Donc voilà le magasin tel qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est le travail sur la lumière. Ça, c'est pour vous donner des exemples du type de documents qu'on produit pour voir comment la lumière va se réfléchir, s'il faut des rehausses, etc. L'idée étant de retrouver cette idée des shades en toiture. Voilà, donc entre le hall et le magasin central, ça donne un exemple de la manière dont la manière dont on a embrassé le site sur 2 thèmes particuliers. Après, il y en a évidemment d'autres, on pourrait en parler, puisque chez toutes ces grandes pièces, en fait, chaque pièce était un projet. Ce qui comptait, c'était toujours d'avoir la même façon de le regarder, en apportant des solutions qui n'étaient pas forcément les mêmes, mais avec un vocabulaire qui se voulait commun, pour qu'il y ait l'idée d'une continuité toujours dans l'intervention qu'on a faite nous sur l'ensemble du site, donc étalé sur une quinzaine d'années. Voilà. Merci Virginie. Je vous propose de garder cette image, puisque le mot de l'ouverture revient souvent. Et effectivement, c'est un enjeu majeur de ce projet.
j'imagine, Madame la Présidente, c'est aussi un défi pour un site qui a été toujours considéré comme un site réservé à une poignée de chercheurs, voire très discret aux yeux des grands publics. Comment relever ce défi ? Peut-être quand même, il faut dire, parce qu'on a l'impression que tout ça, ça a été un long fleuve tranquille, enfin pas tout à fait, parce que vous avez évoqué vos discussions avec les pompiers et sans doute aussi d'autres. Mais évidemment, avant l'ouverture, c'est la fin de chantier, et les fins de chantier, c'est toujours très compliqué, donc c'est un moment de grande tension où on s'est fixé une date, on avait donné la date de manière un petit peu... non pas autoritaire, mais volontariste, et il fallait absolument s'y tenir, et ça a donné lieu à quand même beaucoup de tensions, ça c'est normal, c'est la vie du chantier. Mais sur le défi, si vous posez cette question-là, Cheng, moi je reviendrai bien au début et à ce qu'on s'est déjà dit, à cette discussion qu'il y a eu fertile entre l'institution et les architectes, parce que les mots sur lesquels vous avez insisté, de transparence, de circulation, de transversalité, d'unification du projet, de vide conçu comme la possibilité d'être ensemble, enfin, c'est créer un endroit pour être ensemble, c'est ce qui nous a aidé aussi à aller plus loin dans l'énoncé de notre propre intention, dans l'intention de l'institution, et c'est ce qui a rendu possible l'ouverture. Enfin, en tout cas, c'est ce qui rendait possible le fait de raconter autre chose au public, parce que en effet, la difficulté, c'était de faire comprendre qu'à cet endroit, alors qui de toute façon était un peu réservé, même s'il y avait eu des expositions et beaucoup d'expositions, à cet endroit qui était encerclé de palissades et dont beaucoup pensaient qu'il était totalement fermé, il allait non seulement ouvrir, mais ouvrir tel qu'on ne l'avait jamais vu. Et d'ailleurs, quand vous évoquez la question de est-ce qu'il suffit de nettoyer pour que ce soit réussi, alors d'abord non, évidemment, et oui, bien sûr, la manière dont vous avez conçu le projet permettait de ne rien perturber, on va dire, tout en perturbant tout, mais surtout ça permettait de le révéler, parce que cet endroit était tellement fermé que personne n'imaginait qu'il conservait autant d'objets dignes d'intérêt pour le public, pour tous les publics, y compris dans cette articulation entre le palais Mazarin à faire découvrir avec des décors absolument incroyables et la bibliothèque à faire découvrir aussi avec ses décors aussi incroyables et cette succession d'une histoire de l'architecture des bibliothèques. Donc s'il n'y avait pas eu la transparence, s'il n'y avait pas eu le vide, c'est-à-dire la possibilité d'accueillir le public, de toute façon ça ne servait à rien de se poser la question du défi. Enfin, les chercheurs seraient revenus ou venus peut-être un petit peu plus nombreux, on pouvait l'espérer, c'était même pas gagné, mais ça ne suffisait pas. Et donc dans le défi, il y a finir le chantier et faire comprendre qu'il y avait quelque chose de nouveau à découvrir sur ce site que le grand public ne connaissait absolument pas. Donc c'est vrai que cette question-là, on se l'est posée longtemps à l'avance, en réfléchissant à ce qu'on pourrait faire pour faire comprendre qu'il se passait quelque chose de nouveau à cet endroit et qu'on allait accueillir un public nouveau. Et au-delà de la condition de possibilité offerte par les architectes et tous les mots que vous avez posés, au-delà du projet de l'institution, donc le principe même de l'ouverture au grand public et la question du musée. Alors, d'ailleurs, peut-être une petite rectification, parce que ce travail n'a jamais cessé de mûrir au sein de l'institution, et donc on ne parle plus aujourd'hui, même si on sait qu'on y montre des trésors, de galeries de trésors d'un côté et du musée des monnaies et médailles où on voit on voit beaucoup de monnaies et médailles, mais on voit surtout des antiques quand même. Donc tous ces termes en fait ne renvoyaient pas à ce que l'on pouvait offrir au public. On parle maintenant du musée de la BNF parce que c'est ça qui est réellement nouveau, c'est-à-dire la possibilité de donner à voir ce qu'est la bibliothèque à travers son musée. Et donc en essayant de penser, nous aussi on a cherché à unifier et à créer de la transversalité, d'unifier l'ensemble de ces espaces comme étant ceux d'un musée.
Voilà, donc au-delà de ça, on s'est dit il faut ouvrir et montrer que c'est ouvert. Donc l'idée d'un programme d'ouverture assez joyeux en appelant, alors d'abord en se réunissant entre personnes qui connaissaient bien la bibliothèque, des donateurs, d'anciens présidents, des responsables conservateurs au sein de la bibliothèque, réfléchir un petit peu à ce qu'on voulait dire, et moi j'avais vraiment, alors là pour le coup, un leitmotiv qui était celui de raconter la bibliothèque. Comment pouvait-on raconter la bibliothèque? Et donc on a imaginé avec Anne-Laure Liégeois, qui est metteuse en scène, donc qui sait ce que veut dire mettre en espace, qui a l'habitude de travailler dans un espace public, enfin dans l'espace public, qui est très attaché au texte, mais qui combinait beaucoup de savoir-faire et de générosité pour pouvoir y arriver. On a conçu quelque chose qui permettait de s'adresser au public. Mais au fond, tout ça, on n'aurait pas pu le faire si, encore une fois, on n'avait pas eu, nous, l'intention de raconter quelque chose, si le musée n'était pas devenu autre chose que simplement une galerie de trésors, donc avec cette idée qu'on pouvait raconter quelque chose à travers les collections, et si on n'avait pas eu le vide créé pour pouvoir accueillir le public. Donc c'était un défi, c'était une aventure, et ça a été surtout un très très grand plaisir de voir les gens l'accueillir. C'était vraiment ça, on accueillait les gens, mais les gens accueillaient ce qu'on avait envie de dire. Et en réalité, le moment où on s'est dit que c'était peut-être gagné, c'est celui qui a permis d'accueillir avant le public les agents de la bibliothèque, mais pas seulement les agents de la bibliothèque. Le week-end qui a précédé l'ouverture au grand public a été un week-end d'ouverture destinés aux agents et à leurs familles et à leurs amis. Et donc, ils sont venus avec des gens qui ne connaissaient pas forcément la bibliothèque, et en particulier avec les enfants. Et de voir les enfants qui rentraient dans la salle ovale et qui immédiatement l'adoptaient, s'y installaient, allaient prendre des livres et ne voulaient plus en sortir. Dès le matin, on s'est dit... c'est bon, c'est réussi. Et depuis, on ne cesse de se le dire. Donc on sait bien que tout ça, c'est le résultat de beaucoup de travail et de encore une fois, de ce dialogue qui allait toujours dans le même sens. Donc défi, une fois qu'on a passé le défi, on a l'impression que c'était naturel. Donc, c'est ça qui est bien. Et voilà, vous êtes là aussi pour nous le redire une fois de plus. Donc merci beaucoup. Merci à nos architectes. Merci à vous. Je crois qu'on peut clore la séance. On doit évacuer la salle à 20h, c'est ça? Merci à vous tous. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.